Bonsoir à tous, chers amis. Merci beaucoup. Vous êtes dans l'émission Putsch Live. Ce soir, nous sommes le jeudi 10 novembre et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Virginie Joron. Bonsoir Virginie, comment allez-vous? Bonsoir, eh bien, écoutez, ça va bien, hein. Tout se passe bien, je suis à Bruxelles, hein. Il fait nuit, mais je suis encore là. Bon, mais tant mieux. Restez à Bruxelles parce qu'il y a tellement de sujets à aborder. Alors moi, ça fait un petit moment que je voulais vous inviter, bien sûr, Virginie Joron. Je crois que moi, je vous aime bien. Pourquoi? Parce que je trouve que vous êtes une députée qui bosse énormément. Donc c'est Merci. vrai qu'on va chercher, nous, en tant que médias indépendants, des travaux de députés aussi. Et vous faites partie des gens sur lesquels nous regardons bien sûr les fils infos et vos déclarations et le travail que vous faites. Donc c'est pour ça ce soir que je voulais absolument vous inviter. Vous êtes déjà très nombreux sur ce live. Merci beaucoup. On est en duplex de Bruxelles et Virginie Joron. Vous êtes députée française RN du groupe Identité et démocratie au Parlement européen. Vous êtes aussi coordinatrice et membre commission du marché intérieur. Vaste sujet, vaste programme avec le cher Thierry Breton. Et vous êtes aussi la commission jury Covid. Et on va parler de tout ça. Premier thème, chers amis de l'émission, on parle du Covid, on parle de Pfizer, des contrats Union européenne, d'Ursula von der Leyen, cette chère Ursula. Et ensuite, on parlera bien sûr de la liberté d'expression. Virginie Joron, première question là-dessus, parce que ça a fait une déflagration pour ceux qui s'intéressent à l'actualité, enfin pour ceux qui sont pas complètement lobotomisés. La déclaration de Janice Moll, l'audition du 10 octobre au Parlement européen, elle dit un truc énormissime sur le fait que le vaccin, ils n'ont pas testé le fait que le vaccin n'empêchait pas la transmission. Ici, en France, aucun média français n'a absolument relayé l'information, alors qu'ils nous ont cassé les sabots pendant plusieurs mois pour ça. Comment vous l'avez vécu, vous, déjà, cette déclaration de Janice Moll, qui est une directrice marketing extérieure de Pfizer, grosso modo, quoi. Voilà. Bah, écoutez, déjà, on va recontextualiser parce qu'en fait, c'est Ouais. important. Ces commissions Mmh. Covid, elles sont très courtes dans le temps. Mmh. La création de cette commission va durer à peu près 6 mois. Là, on a pu l'étendre encore jusqu'à l'année prochaine. En fait, c'est une commission qui a été créée pour faire un bilan de ce qui a été fait par rapport à la gestion du Covid par la Mmh. commission et puis pour prévenir des futures pandémies. Ouais. Ce qui est intéressant dans cette audition, c'est qu'au départ, c'était Monsieur Bourla qui était invité. Depuis Oui, cet bah oui. été, nous savions que c'était le PDG de Pfizer qui était invité à cette audition, comme d'ailleurs tous ses collègues des autres laboratoires qui ont été invités et qui sont venus pour le coup, ou s'ils ne peuvent pas venir, à distance. Donc, Mmh. à la dernière minute, Monsieur Bourla a annulé son déplacement et donc Mmh. c'est cette préposée de Mmh. service qui est venue et elle est venue. Il faut savoir aussi que pour eux, Pfizer, ils viennent régulièrement au sein du Parlement, hein, ils font du Mmh. lobbying, hein, et ils sont accueillis avec presque le tapis rouge. Hein, il n'y a pas du tout Mmh. d'opposition, donc elle est arrivée sans, je pense, comment dire, d'attente négative par rapport Ouais. à ces questions. Et je pense, elle s'attendait pas à ce type de questions. Et elle était très honnête pour le coup. Mmh. Elle a même rigolé hein, dans sa Ouais. réponse auprès de mon collègue Mais Robert Virginie, Rousse. est-ce que vous pensez qu'elle a été prise au dépourvu? Parce que moi, c'est un Oui, peu l'impression complètement. que j'ai de balancer ça comme ça, alors que c'est une bombe, c'est une véritable Oui, bombe. parce Mm. qu'effectivement, d'ailleurs, elle sourit, elle dit, mais oui, c'est tellement évident. Pour eux, il faut se mettre à leur place. Ouais. Donc, ils ont vendu pour 4,6 milliards de doses, donc un contrat très juteux et faramineux. Comme je le dis, ils viennent souvent au Parlement, ils ont leurs entrées, ils ont un badge hein, Ouais. où ils peuvent rentrer régulièrement. Donc, eux, ils s'attendent au contraire à ce qu'on les félicite, à ce qu'on Ouais. continue à engranger la machine de l'achat et de même développer les services. Donc, elle s'entendait pas à ce type de questions. Et c'est vrai, et c'est pour ça que je vous remercie de dire que je travaille beaucoup et je suis quasi la seule, mais c'est pas vrai. Mm. D'autres députés de mon groupe Mm. travaillent sur d'autres sujets. Mais c'est Mm. un sujet qui est compliqué. Et pour le coup, c'est vrai que la majorité des députés, elles sont dans cette mouvance de c'était bien, ça a été bien Mm. géré, encore plus de vaccins, il faut continuer à acheter. Donc c'est vrai que quand il y a une poignée de députés qui sont un peu à contre-courant, eh bien, ils s'y attendent pas et on a ce type de réponse. Mais nous, effectivement, et je remercie encore Robert Roux d'avoir posé cette question, et il Ouais. faut savoir que tout est limité. Donc c'est pour ça que la question était très claire et il lui a dit, je veux une réponse précise parce que par expérience, puisque ça fait déjà depuis 3 mois qu'on est sur ce type d'audition, on a bien vu qu'aux questions qui fâchent, on n'a pas de réponse. Et je Mm. termine. Moi, j'ai attaqué sur les effets secondaires parce qu'on sait que depuis le début de la campagne de vaccination, il y a des rapports qui sont très précis sur les états des effets secondaires et il y en a de plus en plus malheureusement. Et dans cette audition, à aucun moment ils expriment le mot même effet secondaire. Donc Ouais. c'est révélateur du déni de ce phénomène qui prend malheureusement beaucoup d'ampleur.
Effectivement. Alors oui, parce que les députés, vous avez raison de le préciser, hein, il y a les députés roumains, les députés croates, la députée allemande aussi, Anderson, Francesca Donato aussi, députée italienne, le député néerlandais, bien entendu, qui a permis aussi d'entendre ça. Donc c'est vrai que vous êtes quelques députés. Mais une nouvelle fois, Virginie, il y a eu des conférences de presse qui ont été stratosphériques il y a plusieurs mois. Elles n'ont pas du tout été relayées dans ce pays, hormis sur quelques médias, dont le nôtre. Donc à un moment donné aussi, c'est pour ça que ce soir vous êtes là. Je voudrais qu'on avance là-dessus parce qu'on a 45 minutes et vous êtes occupés parce que vous êtes en duplex de Bruxelles. Et merci beaucoup, vous êtes très très nombreux ce soir, hein, beaucoup de réponses, beaucoup de commentaires. Finalement, où on en est de ces contrats signés? On va même pas dire entre les labos et l'Union européenne, on va dire entre Ursula et Albert, parce que c'est ça la réalité de la question. Du moins, il y a eu des négociations par texto, ces fameux textos. Est-ce qu'on les a eus? Est-ce qu'Elisabeth O'Reilly et vous-même avez eu des réponses concrètes sur l'existence de ces textos et sur le contenu de ces textos? Non, alors depuis le début, effectivement, on attend l'intégralité des contrats, enfin, et la mise à disposition de ces contrats. Alors effectivement, il y a des hackers qui ont réussi à obtenir ces contrats, mais on voudrait que ça soit officiel, on voudrait que ça vienne de la Commission. Aussi, les SMS, l'affaire des SMS, même la médiatrice qui a demandé à ce que elle puisse avoir la transmission de ces SMS, elle s'est vue contrainte à un refus de la part de la Commission. Dernière audition auprès de la Cour des comptes. La Cour des comptes, hein, qui valide le budget, qui est garante de la bonne gestion du budget de l'Union européenne, a indiqué la même problématique. Et le résultat, c'est effectivement le signalement auprès de la procureure, la nouvelle procureure européenne, pour qu'elle puisse ouvrir une enquête. Puisque nous, parlementaires, on a quand même la voix du peuple, on est représentants, on a ce mandat, on a quand même, normalement, on devrait avoir accès à toutes ces données, et on n'y a pas. La médiatrice, la Cour des comptes. Donc, on est en face d'un déni de transparence. Et ce qui est marrant, et c'est ironique de la part de Madame von der Leyen, puisque dans toutes ces communications, d'ailleurs, une des dernières sur la stratégie de la mise en place du calendrier vaccinal, elle dit bien que, elle se félicite de la gestion de la crise par l'achat de ces vaccins, et de deux, que tout a été fait de manière très transparente. Et j'ai envie de dire, alors c'est vrai qu'on focalise sur Madame von der Leyen, et à juste titre, puisque c'est elle qui est à l'origine, avec Monsieur Macron, hein, qui a poussé à ce que la Commission reprenne qui mette en place cette négociation, puisqu'il faut savoir que c'est unique. C'est la première fois que la Commission a mis en place un tel mécanisme d'achat auprès des laboratoires au nom des États membres. Parce qu'en fait, c'est un mécanisme assez judicieux, hein, qui permet finalement, au final, une espèce de responsabilité pour la Commission et des États membres, et des laboratoires, ce qui est pour moi le plus dangereux, puisque comme je l'ai dit, les effets secondaires, il y a malheureusement des victimes, et des victimes des fois, que ça soit au niveau de la santé, mais après au niveau du travail, des arrêts de travail, et ça a un coût. Et aujourd'hui, ça fait partie des clauses que nous on dénonce, des clauses qui sont cachées, et que je regrette. Quand on dit que l'Union européenne défend des valeurs, hein, on le voit tous les jours. Voilà, ça veut faire. Il y a la crise en Ukraine, la Pologne est condamnée, la Hongrie d'Orban aussi est condamnée. Donc elles vendent des valeurs européennes, et à côté de ça, un simple contrat où ce sont quand même 71 milliards d'euros. Hein, qui ont été contractualisés. On n'a pas accès à ces données d'argent public. C'est pas le Cofinega, c'est pas l'assurance vie d'Ursula, quoi. Exactement, avec toujours cette suspicion, et qui à juste titre est normale, puisqu'on pourrait, je le vois, hein, on me parle du conjoint de Madame von der Leyen qui est dans une société un laboratoire qui aussi lève beaucoup de subventions de l'Union européenne, et là ça fait partie des prochaines questions que je vais poser à la Commission, où on se rend compte que la société Orgenesis, qui est donc dont le mari de Madame von der Leyen et pilote cette société, a obtenu depuis 2021, attendez, alors je l'ai là en dessous, des millions d'euros. Donc là aussi, ça pose question. Alors voilà, d'un côté, on vend des valeurs de l'Union européenne, le besoin de transparence, on lutte contre les trafics d'influence soi-disant étrangères lors des élections, et à côté de ça, eh bien, on a un rouleau compresseur en face de nous, on contractualise des milliards d'euros, et nous, simples députés européens, on n'a pas accès à ces données. Mais Virginie, finalement, moi, ce qui me frappe en tant que journaliste, je me dis, même citoyen européen, n'allons pas jusqu'à journaliste, comment se fait-il qu'Ursula von der Leyen refuse de vous répondre,
refuse de répondre à la médiatrice de l'Union européenne, qui est Elisabeth O'Reilly, refuse de répondre à la Cour des comptes. Elle ne se justifie en fait de rien, mais il n'y a pas quelque chose, à un moment donné, un mécanisme qui doit la contraindre à un moment donné à vous donner les éléments que vous demandez très légitimement. Alors, il y a eu plusieurs auditions où on a pu échanger. Et le jour où Madame van der Leyen, c'était, je me rappelle, en plénière, ça parlait donc toujours ce besoin de transparence qui fait partie des traités, et l'accès aux documents, pareil, qui fait partie des traités. Et en fait, elle devait venir répondre à nos questions. Et pareil, elle a fait comme Monsieur Bourla, elle n'est pas venue. Donc après, vous adressez à un fonctionnaire de la commission. Alors vous lui posez les questions et elle vous dit oui, on entend bien, on fait passer le message, mais sachez qu'on a fait qu'on a suivi les procédures et qu'on a fait la meilleure des choses. Mais bon, voilà. On se retrouve toujours à ce mur. Et effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, pourquoi les journalistes ne reprennent pas? Effectivement, pourquoi les journalistes ne reprennent pas? Ou quand ils reprennent les informations, et on l'a vu lors de la saisie du procureur européen, qui aurait dû être tous les jours, il y aurait dû, voilà, sur les chaînes de télévision, on aurait dû avoir un débat là-dessus. C'est quand même, c'est la première fois qu'il y a une saisie du procureur européen. C'est une nouvelle, comment dire, procédure. Donc tout est nouveau et c'est surtout le contrat le plus, c'est l'élément clé de la crise Covid. Et personne, effectivement, n'en a parlé. Et je pense on a le temps, mais c'est bien qu'on en parle à la fin de cette interview. C'est effectivement la désinformation. C'est-à-dire qu'effectivement, les médias se couvrent de désinformation pour ne pas donner l'information. Donc c'est très pernicieux, mais c'est très bien qu'il y ait maintenant, grâce à vous, grâce à d'autres médias, grâce à d'autres outils. Mais attention, ces outils sont dans le viseur de la commission. Et j'en ai parlé cette semaine, où effectivement, là je bifurque déjà sur le code de déontologie de la désinformation, parce qu'ils ont bien compris qu'ils maîtrisaient pas finalement la diffusion d'informations. Oui, effectivement, et c'est un vrai sujet, je veux vraiment qu'on en parle. Alors, vous êtes très nombreux ce soir, déjà plus de 1500, 1600 sur live, beaucoup de commentaires, c'est bien. Beaucoup de messages de remerciements, en tout cas, merci à vous. Beaucoup de gens saluent votre travail, beaucoup de monde, 1500, et n'hésitez pas à me dire d'où vous nous regardez, n'hésitez pas à mettre des pouces sur la vidéo si vous l'aurez depuis YouTube, retweeter, reliker, partager, parce que c'est comme ça aussi qu'on déjoue les algorithmes, donc merci de donner un maximum de puissance à cette vidéo, à cette interview, à Virginie Jouron, que je remercie d'être avec nous depuis Bruxelles. Virginie aussi, le rapport de la Cour des comptes, vous en parlez concrètement, enfin, il est vraiment à charge. Le rapport de la Cour des comptes européenne, il est à charge. En fait, c'est incroyable qu'à un moment donné, on finit là-dessus, mais ils ont fait leur travail. Ils ont fait leur travail. On l'a souligné en audition et ils sont honnêtes parce que on peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Ils ont effectué un travail très précis. Ils ont obtenu l'accès à des documents que même nous n'avions pas, puisqu'ils diffusent le prix de la dose. Vous vous rendez compte, 71 milliards, 4 milliards 6 d'achats de doses. Nous, on n'avait pas accès à ces prix. Et quand on posait la question à Pfizer, parce qu'on a lors de l'audition, on leur a posé la question pourquoi un tel delta entre le prix initial, je crois que c'était 15 € la dose, et aujourd'hui on est à 19 €, voire 21 €. Donc on a posé la question à Pfizer, mais ces chiffres, c'est grâce au rapport de la Cour des comptes. Donc moi je salue leur travail, et c'est vrai que la commission, et elle a déjà communiqué, a répondu en disant qu'elle avait répondu. De toute façon, c'est toujours pareil. C'est des tiroirs. Hein. Alors, il y a une observation, on ouvre un tiroir, et on ferme vite le tiroir. Mais c'est vrai que nous, c'est pas ce qu'on demande. On demande à ce que, et d'ailleurs, c'est fait partie des demandes de la commission Covid, puisque je fais partie de cette commission et aussi coordinatrice pour mon groupe. On a demandé, à ce que Monsieur Bourla revienne, parce que Janine Small, elle est gentille, elle nous a permis de rebondir sur le fait qu'ils n'avaient pas testé la transmission ou pas du virus, donc ça c'est très bien. Pour nous, on a obtenu ce qu'on souhaitait. En revanche, on veut savoir le contenu des SMS, on veut savoir pourquoi la commission, elle s'est précipitée, enfin Madame van der Leyen s'est précipitée à acheter le plus de doses à Pfizer alors qu'il y avait d'autres laboratoires, pourquoi il a été favorisé plutôt qu'un autre laboratoire. Donc toutes ces questions qui sont toujours en suspens, on veut encore les poser, et donc on a demandé à la présidente de cette commission de réinviter Monsieur Bourla. Ça c'est la première chose, et on a demandé aussi en parallèle à ce que Madame van der Leyen, idem, viennent s'exprimer au sein de cette commission pour qu'on puisse aussi lui poser les questions. Donc là, c'est en cours parce que on a encore, comme je vous l'ai dit, cette commission qui va vivre encore jusqu'au début de l'année. Donc, de toute façon, on va continuer. Voilà, on est une poignée de députés, on est déterminés, sachant que
certains sont passés à autre chose, ont déjà tourné la page de ce chapitre. Mais c'est pas vrai. C'est pas un chapitre, c'est pas un livre qui s'est terminé. Il y a d'autres chapitres qui vont continuer. Par exemple, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait cette commission. C'est parce qu'en fait, ils veulent mettre en place, ils vont une stratégie qui va être ancrée dans la commission. Sachez que la commission n'a pas la compétence en santé, donc ce qui veut dire qu'elle va s'attribuer cette nouvelle compétence. Elle va légitimer sur ce fait qu'elle a fait un travail de consultation avec toutes les opposants, donc ils vont se dire qu'ils ont travaillé de concert avec tout le monde et que tout le monde est d'accord, ce qui est faux, parce qu'il faut savoir que dans cette commission, il n'y a qu'une seule ligne. C'est la ligne du tout vaccin, que ça a été un gain pour tout le monde, qu'il n'y a pas de remise en question, même sur les effets secondaires, c'est un sujet encore qui est tabou. Et alors que moi j'ai demandé à ce que on réouvre ce dossier, parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'effets secondaires qui sont répertoriés, et on le sait tous. C'est qu'une partie émergée de l'iceberg, puisqu'on sait très bien que certaines personnes le font pas parce que c'est lourd, certains médecins ne le font pas parce que eux aussi ils n'ont pas envie d'être catalogués dans les anti-vax, alors que non. Donc on n'a qu'une partie émergée de l'iceberg, et malheureusement, moi j'ai demandé encore une fois, j'ai redéposé avec mes collègues une résolution, parce qu'en fait c'est aussi pour qu'on pose le débat sur les effets secondaires, parce que le principe de précaution n'a pas été mis en place, qu'on continue cette politique vaccinale, même si aujourd'hui, grâce au fait qu'il n'y ait plus le pass sanitaire, eh bien, il n'y a plus cette obligation de fait qui ont imposé à se faire injecter tous les 3 mois. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore dans cette stratégie, mais on va dire, on est dans un tunnel flou qui a cette mise en place, cette volonté de continuer à mettre en place une stratégie au niveau de l'Europe, puisque vous avez vu que la Commission a encore produit un communiqué avec un calendrier vaccinal, notamment ciblé les enfants, qu'on a eu l'autorisation le 19 octobre de l'EMA pour que les enfants à partir de 6 mois puissent avoir leurs 3 doses. Donc on est quand même dans cette stratégie. Alors elle est moins contraignante parce que le pass sanitaire n'est plus là, mais quand même il y a toute une organisation qui est en train de se mettre en place. Il faut savoir aussi que au niveau européen, toujours Pfizer est derrière, ils sont en train de mettre en place, ça s'appelle le Health Data Hub qu'on connaissait au niveau français, mais là ça s'appelle le Health Data Space, qui est donc la même chose au niveau de la France, qui a été étendu au niveau européen. Une récolte des données au niveau européen pour pouvoir après mettre en place et confirmer la stratégie de la vaccination. Et puis je continue sur la vision aussi de Van der Leyen, puisque c'est elle qui le dit plusieurs fois. Elle part dans la gouvernance mondiale de la stratégie de la pandémie. C'est ça que je voulais qu'on en parle, Virginie, de ça. Moi, Là, parce que j'arrête pas aussi, de parler, hein, mais coupez-moi, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de souci. Je vous couperai. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Non, mais oui, parce que c'est intéressant, parce que je voulais qu'on en parle de cette gouvernance mondiale, parce que pour vous, finalement, vous êtes au cœur du système, vous êtes parlementaire européen, donc vous travaillez sur ce sujet, vous faites partie de la commission jury Covid. Finalement, comment vous voyez comment vous analysez et comment aujourd'hui vous estimez, vous appréhendez cette façon de gouvernance, du moins sanitaire, je veux bien le croire sanitaire, avec l'OMS aussi dedans, Pfizer, enfin comment ça se passerait tout ça? Alors, ils utilisent en fait la gestion de la crise Covid au niveau de l'Union européenne, qui considère avoir été vraiment bénéfique sur le plan économique, sur le plan sanitaire. Donc, ils se disent que cette expérience, on va pouvoir l'intégrer au niveau mondial. Et c'est Madame Van der Leyen dans ses communications qui parle plusieurs fois de gouvernance mondiale. Et d'ailleurs, en dehors du fait qu'on veut l'interroger sur la passation des contrats, la négociation en dehors du marché et par SMS, il y a normalement une future audition où elle va nous parler de sa vision de la gouvernance mondiale au niveau donc de la santé. Et c'est vrai qu'en parallèle, il y a le traité international qui est en cours de discussion via l'OMS. Et ça, c'est un dossier qui est aussi explosif parce que quand on regarde de plus près, c'est un traité donc qui va être proposé à tous les États membres qui ont ratifié leur intégration dans l'OMS. Donc, il y a à peu près 194 pays aujourd'hui et qui veulent donc rattacher à ce wagon de la gestion de la pandémie via un traité international. Et le problème, c'est que c'est donc indiqué, perte de souveraineté et effet contraignant.
Et donc, chaque État membre va devoir se positionner par rapport à ce traité international. L'OMS, comme on le sait, elle est là normalement pour récolter les données et prévoir au niveau mondial des réponses. On l'a vu pour la gestion Covid. Sur plusieurs sujets, elle a été plutôt intéressante, notamment sur le remdesivir, où à un moment donné, elle a dit nous, on a demandé une étude et selon cette étude, c'est peut-être pas la meilleure des solutions pour traiter les malades du Covid. On a eu ça. Et puis, c'est vrai que la France et même la Commission, elles ont été prises de court puisque la Commission, entre-temps, avait passé une commande auprès de Gilead. Bon, voilà. Ça aussi, c'est un autre sujet, mais c'est pas un sujet qui est anodin. D'ailleurs, j'ai demandé à la Commission qu'on puisse avoir accès aussi à ces contrats d'achat. Parce qu'il y a les contrats d'achat des vaccins, mais il y a aussi des contrats d'achat, notamment du remdesivir, qui a coûté beaucoup pour ne pas traiter les gens, les malades du Covid, puisque l'OMS après a dit que c'était pas recommandé. Donc voilà, on est dans une espèce de nouvelle spirale où on veut gouverner et imposer une stratégie qui ne serait plus au niveau national, parce que maintenant on le sait, c'est de passer au niveau européen et finalement puisqu'ils considèrent qu'effectivement, et c'est vrai, un virus finalement il se balade sur la terre entière et donc ils veulent ils veulent que ça soit géré au niveau de l'OMS. Mais le problème de l'OMS, c'est que sur le fond ça paraît cohérent. Mais moi, ce qui m'alerte, et je vais commencer à communiquer dessus, c'est que c'est ce qui est prévu depuis l'OMS. Je crois que le siège est à New York. Il faut être sur le terrain au niveau local pour connaître effectivement la situation. Ça, c'est le premier point. Et puis après, j'ai envie de dire qui sont les partenaires, qui financent l'OMS. Oui. Et on sait bien que parmi eux, il y a la société. C'est même pas une société, c'est l'Alliance des vaccins, c'est Gavi. Et dedans, malheureusement, on retombe dessus, c'est Bill Gates. Donc voilà, c'est pas là aussi, il faudra être vigilant. On va poser des questions. On a commencé à poser des questions à l'OMS. Je crois que j'ai fait 2 auditions avec eux. Eux aussi sont qu'au début des négociations, mais c'est un dossier qu'il faudra vraiment suivre de près parce que à un moment donné, cette décision va venir au niveau national et il faudra être très vigilant parce que perdre notre souveraineté en matière de santé et surtout en stratégie vaccinale, je suis pas sûre que ça soit un gain pour nos compatriotes. Mais c'est vrai que c'est déjà le cas. On a déjà perdu à peu près beaucoup de notre souveraineté. Chers amis, on en parlait en antenne du traité d'Aix-la-Chapelle et d'autres et consorts. Donc, on voit que c'est bien aussi de vous avoir, Virginie Geron, là-dessus pour travailler sur ce sujet parce que vous l'avez dit, ça découle immédiatement sur les citoyens français qui sont finalement soumis, ce que j'appelle moi, c'est mon analyse bien entendu et qui n'engage que moi, le diktat bruxellois. Et heureusement qu'il y a des députés de tous bords comme vous, quel que soit leur bord politique, parce que c'est la réalité aussi. Je crois que là, il est même plus question de bord politique, il est question à un moment donné de faire son boulot et de pouvoir lever ce qu'on appelle des lièvres. Et les lièvres sont quand même énormissimes dans cette histoire-là. On va continuer d'en parler. Merci beaucoup. Là, vous êtes plus de 2300 en ligne. Merci beaucoup, beaucoup de monde ce soir. Pour vous, Virginie Geron, bonsoir à tous, et c'est sympa, ouais. Voilà, donc 2300 ce soir, vous êtes sur les réseaux. Merci beaucoup. Il y a une question que je vais vous poser. Où est-ce que vous pouvez nous parler de l'EMA, finalement, et par qui est-elle financée? Ça, c'est quand même assez formidable aussi. Oui. Mais on découvre plein de choses comme ça. Moi, c'est mon premier mandat, je suis humble. Donc, moi, je suis arrivée là-dedans, j'ai commencé à ouvrir les dossiers. Je me suis dit, mais c'est juste incroyable. Chaque dossier vous ouvrez, vous voyez, je vais arriver sur Emma, mais vous voyez que c'est Amazon et des grosses sociétés comme ça ont tous les marchés, sont sur tous les marchés de l'Europe. Et puis l'EMA, c'est donc l'agence européenne du médicament. Donc c'est une agence qui a été mise en place depuis longtemps pour qu'ils valident en fait et c'est bien, c'est pour les consommateurs, c'est pour un peu harmoniser pour chaque État membre qu'il y ait un peu la même les mêmes règles pour chaque médicament, ce qui est pas mal en soi. Mais le problème, et là on le voit avec les vaccins, où moi j'ai rencontré Madame Emma Cooks dans mon bureau. Alors c'est toujours pareil, politiquement correct,
très peu de moyens en fait, beaucoup de CDD. Moi j'étais étonnée, ils sont 800, la moitié c'est des permanents, beaucoup de stagiaires et de CDI, ils viennent tous d'un laboratoire où ils ont vécu, voilà, donc conflit d'intérêts, c'est Ouais. limite, et puis Une endogamie, quoi. Hmm. ils sont financés à Hmm. 86% par les laboratoires. Ouais. Donc ça peut poser problème parce que voilà, on sait bien que quand il n'y a pas de neutralité dans les sponsors, Hmm. voilà, quand il y a un sponsor qui vous sponsorise, bon ben à un moment donné, vous pensez à lui quand il faut prendre une décision. C'est Hmm. humain. Donc Hmm. ça pose problème, voilà, en termes de conflit d'intérêts. Je crois que si vous regardez sur Wikipédia, l'EMA, il y a quand même pas mal, il y a un petit passif. Donc ça pose problème. Après, même en termes de responsabilité, parce Hmm. qu'aujourd'hui, quand l'EMA donne l'autorisation de mise sur le marché, il n'y a pas de suivi. Par exemple, Hmm. moi, j'ai interrogé sur les effets secondaires, puisque elle aussi, elle est censée vérifier de près, puisque c'est elle qui a donné l'autorisation. Donc, c'est sa responsabilité de l'avoir donné. Et donc, du coup, quel est le suivi derrière? Moi, j'ai posé cette question. Alors, ils disent, voilà, ils font des stats, c'est dans des fichiers Excel. Mais à un moment donné, c'est à partir de combien d'effets secondaires, à combien d'AVC, à combien de décès, à combien d'embolies pulmonaires, à combien de myocardites, on dit, bon, là, on arrête. Parce que Hmm. pour certains médicaments, vous pouvez aller voir sur le site de l'EMA, il suffit de 3 incidents Hmm. et ils arrêtent tout de suite. Vous voyez. Alors que là, pour tous les rapports, c'est très intéressant, tous les rapports qu'ils mettent en ligne, il y a à chaque fois en gras à la Hmm. fin du rapport, il y a écrit attention, le lien établi entre l'effet secondaire et le vaccin n'est pas tout à fait établi. Et on le Hmm. voit bien, les troubles menstruels. Ça fait Hmm. depuis le début, depuis la Ouais. campagne de vaccination, et j'avais reçu Mélodie du collectif Oui. Oui, mon Aimer mon cycle. cycle. Ouais. Je les avais invités à l'époque, c'était au tout début, il y avait beaucoup de témoignages. Ils ont été après auditionnés au Sénat, donc il y avait des éléments. Et vous avez vu le déni qu'il y a eu Hmm. pendant tout ce Ouais. temps-là. Hein, il Ouais. y a eu un déni, le rapport de la Même une violence pharmacovigilance. verbale, Virginie. Une violence Oui, verbale, un traitement absolument dégueulasse. mais Je me même permets de le du dire. Hein. ministre, hein, même Ouais. ministres qui ont minimisé, ils ont eu du mépris. Attendez, Ouais. c'est bon, si elle arrête pendant 3 mois, on va pas en faire tout un cinéma. Un Ouais. mépris, du je m'en foutisme. Enfin bref, mais comme la plupart des autres effets secondaires. Mais c'est vrai que ça, quand on prétend en plus défendre les femmes, où on vous toute la journée ici, hein, c'est vraiment le lobby. Moi, je suis pas anti-femme, mais le féminisme extrême, c'est pas bon pour la société. Et donc, on est ici dans l'antre du féminisme absolu à outrance et qui même dessert la cause. Et là, pour le coup, les troubles menstruels, c'était c'est rien, ça va passer, il faut juste attendre 3 mois. Et là, pour le coup, on a enfin un résultat. Mais vous voyez que même avec cela, avec le nombre, avec des drames, parce qu'il y a des femmes qui ont vécu des drames, et je pense que vous l'avez Ouais. relaté avec tous les témoignages, des drames, ben non, on continue. Ça pose pas, un, on continue, et deux, il n'y a pas de mise en responsabilité des laboratoires. Au contraire, on continue à valider, on se remet pas en question, on valide la dose pour les enfants à partir de 6 mois jusqu'à 5 ans, donc on continue la campagne. Et c'est vrai que voilà, vous m'avez demandé me poser la question, ben, l'agence de l'EMA, c'est le bras armé de la commission, point barre. Et c'est surtout, et le financement, comme vous avez dit, c'est le financement qui pose problème. Moi, je suis toujours Ouais. surpris en tant que journaliste de voir que les financements d'institutions ou de groupements comme ça, qui sont censés défendre le bien public, qui sont censés à un moment donné protéger le citoyen européen, finalement, on se rend compte qu'il y a énormément de capitaux privés dedans, de gens qui sont directement en conflit d'intérêts, puisqu'ils sont au début et à la fin de la chaîne. Je trouve ça assez surprenant. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile à défendre. Et avec tout le budget qu'on envoie à l'autre bout du monde, je pense qu'effectivement, pour rassurer les gens, parce qu'aujourd'hui c'est ça, hein, il faut rassurer les gens. Et là, avec toute cette gestion de la crise Covid par la Commission, ils n'ont pas rassuré les gens. Et c'est vrai, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui me soutiennent et qui nous encouragent à continuer. Parce qu'ils ont ouvert les yeux, parce qu'on leur a ouvert les yeux, finalement, ils se rendent compte qu'on leur a vendu du rêve avec cette commission et les valeurs européennes que moi je défends. Moi, je suis une vraie européenne. Je n'ai rien contre l'Europe, mais cette Union européenne qu'ils ont mis en place, qui est devenue autoritaire, qui est devenue aveugle, qui impose, qui sanctionne, c'est pas l'Europe que nous on défend.
Nous, on est pour la souveraineté, on est pour le choix. Le combat, c'est aussi de la liberté. On a donc la liberté du choix vaccinal, qui est pour moi fondamentale, surtout quand on a un vaccin qui est nouveau. Dans le rapport de la Cour des comptes, même eux, ils le disent, c'est écrit noir sur blanc, c'est la première fois qu'on sort un vaccin en moins de 2 ans. Normalement, c'est entre 10 et 15 ans. Donc, quand on est face à ça, il faut laisser la liberté des gens. Que ceux qui ont des problèmes de santé, qui ont envie de se faire vacciner, parce qu'il y en a qui sont hypocondriaques, ils ont ce besoin naturel de se faire vacciner, il n'y a aucun problème. Par contre, qu'on exclue de la société, qu'on discrimine les gens, qu'on tape sur des gens, on l'a vu avec cette chasse, d'ailleurs, contre certains médecins, là je pense à Monsieur Huppert, je pense à Madame Vonner, je pense à Christian Perron, parce qu'à un moment donné, on se dit, mais est-ce que on peut pas attendre? Est-ce que c'est voilà, se poser des questions autour du vaccin? On a été traité, maltraité, aujourd'hui encore, et c'était important pour moi dans ce combat de avec mes collègues qui sont on est sur la même longueur d'onde, et ça c'est intéressant parce que, comme vous l'avez dit, on est des pays différents. On est de groupes différents, mais ça a été au-dessus. Et moi, la chance que j'ai, c'est qu'on m'a fait confiance dans mon parti tout de suite et on m'a laissé travailler. Et c'est vrai que c'est pas évident. C'est peut-être pour ça qu'on n'est pas nombreux, mais c'est vraiment nécessaire. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens s'intéressent maintenant à ce qu'a fait la commission et même à ce qu'a fait et ce qu'est en train de faire la commission. C'est vrai que malheureusement, vous l'avez dit, les journalistes très peu s'intéressent à ce qui se passe ici à Bruxelles, alors que toutes les grosses décisions qui ont un impact sur la vie des Français se passent ici. Je prends un exemple, c'est la suppression des moteurs thermiques en 2035. Oui. Demain, c'est fini les voitures, nos petites voitures où on mettait encore de l'essence. En 2035, c'est demain. Enfin, il y a des choses qui se passent ici de manière autoritaire, injustifiée. Et c'est pour ça que, voilà, avec mes collègues, on continue à travailler. Et le monde démocratique, en fait, concrètement. Moi, non, parce que au traité de 2005, pour moi, 2008, c'est la trahison absolue de nos élites. Et donc, on se retrouve là-dessus. Regardez, notamment pour finir sur les journalistes. Et après, une dernière question sur le Covid. Et après, on parle de liberté d'expression parce qu'il est déjà 34. Je sais qu'à 45, vous voulez partir. Donc, oui, s'il vous plaît. Oui, pas de souci. Je vais. On en refera. On pourra en refaire si vraiment. Bien sûr, c'est utile. Il n'y a pas de problème. En tout cas, il y a près de 3000 personnes en ce moment sur les lives. Voilà, 3000 personnes en ce moment. Merci beaucoup pour les journalistes dont on parle pas tous, mais certains vous disent l'Europe c'est bien parce qu'il y a Erasmus et que quand on va à la frontière, il y a plus de douane. Voilà un peu où s'arrête la réflexion de certains. Donc vous voyez, ça va pas le vol par haut quand même. Et maintenant, parce qu'il y a un chargeur unique. Exactement, un chargeur unique. Ils sont absolument formidables. C'est sûr que se taper 47 pages de traité, c'est pas marrant, mais ça permet aussi de savoir de quoi on parle. Dernière question finalement. On a l'impression, Virginie, que au sein de la Commission européenne, il y a un vrai problème. Il n'y a aucune question qui se pose, ni d'études qui se posent sur le bénéfice-risque, et tout est finalement par du profit, j'ai envie de le dire, parce qu'on voit les contrats avec Pfizer, on se dit, à un moment donné, il y a quand même une histoire de gros sous là derrière, quoi. C'est une question que j'ai posée cet été, notamment le bénéfice-risque pour les enfants. On a bien vu que ce sont des médecins, c'est pas mes propos, qui disent qu'effectivement, c'est Perromort qui disait qu'il n'y a pas de bénéfice-risque à vacciner tous les enfants. Il faut cibler les enfants qui sont fragiles, une certaine population aussi au-delà d'un certain âge. Et donc, moi, j'ai posé la question à la commissaire santé, puisque c'est pas une compétence directe, Madame Stella Kyriakides. Et pour le coup, c'est elle qui a signé les contrats Pfizer. Et pour la petite anecdote, le lendemain de l'audition de Pfizer où Monsieur Bourla était prévu, elle était aux États-Unis dans les bras de Monsieur Bourla à négocier encore je ne sais quoi. Bon, bref, vous pouvez vérifier, ça aussi c'est de sources sûres. D'ailleurs, je l'ai dit en audition, j'ai dit franchement, on nous enlève Bourla de l'audition, on nous met Janice Moll, le lendemain vous avez Stella Kyriakides, la commissaire qui représente l'Union européenne, dans les bras de Bourla. Franchement, c'est vraiment tiré par les cheveux. Et puis donc pour en revenir sur votre question, que j'ai perdu le fil d'ailleurs. Non, sur le bénéfice risque par rapport au profit. Voilà. Sur le bénéfice risque, oui, voilà. Et donc, vous verrez sur le site du Parlement européen, j'ai posé concrètement cette question. Et la réponse de la commissaire, c'est de dire, non, on n'a pas fait d'études au niveau européen. Donc, voilà encore une réponse claire pour le coup. Mais ça n'empêche pas de continuer à mettre en place ces stratégies où on cible les enfants. Alors là, on l'a vu en France maintenant, il y a ce problème de bronchiolite. Alors, voilà, ok, c'est un fait avéré, il y a rien à dire sur ce sujet,
Mais j'ai envie de dire, quand on organise la pénurie de la pédiatrie en France, quand dans les écoles, on enlève le chauffage, dans tous dans les loisirs sportifs où c'est les collectivités qui doivent payer les chauffages, on enlève tout ça. Donc forcément, à un moment donné, les enfants tombent malades. Ceci explique peut-être cela, effectivement. Ceci explique peut-être cela. Alors, Bon. liberté d'expression, parce que Oui. je veux qu'on en parle avant de vous laisser. Merci, vous êtes pris encore plus de 3000. La barre est dépassée. Finalement, une des priorités de la commission, Virginie Joron, c'est lutter contre la désinformation liée au Covid-19 et au vaccin. On en est là aujourd'hui. Et comment ça va se passer? C'est quoi le plan? Alors le plan, c'est qu'en 2020, donc durant cette crise, ils ont considéré que, comme je vous l'ai dit, la stratégie c'est du tout vaccin. La stratégie c'est que le vaccin sauve des vies, qu'il faut continuer à mettre en place ces stratégies. Donc ils se sont dit attention, il va y avoir des petits malins qui vont dire que c'est pas bien. Donc on va mettre en place une stratégie, un programme de suivi de la désinformation contre la Covid. Parce qu'en fait, et c'est ça le problème, c'est que toute remise en question concernant la vaccination et le vaccin, eh bien, c'est considéré comme d'être de la désinformation. Vous voyez, la question sur le vaccin égale désinformation. Donc, ils ont mis en place ces stratégies et ils ont demandé à toutes les plateformes et les GAFAM, j'ai envie de dire, et ceux qui ont une visibilité très importante avec le public, signer un code de conduite sur la désinformation. Vous avez voilà, je dois envoyer un rapport tous les 6 mois, je dois mettre en place des bannières, etc., etc. Donc, toutes ces plateformes de YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, donc, ont ratifié ce code de bonne conduite. Et à partir de là, tous les mois, ils doivent envoyer un rapport à la commission. Le problème, c'est que comme je l'ai dit, le problème de cette stratégie, c'est qu'il n'y a qu'une seule ligne. Et la ligne, c'est pro-vaccin. Et ce qui est intéressant dans ces rapports, c'est qu'en plus, ils se targuent de dire que, ok, donc on a mis en place cette lutte contre la désinfo. On l'a vu en France, il y a aussi les fameux fast checkers qui font du fast checking toute la journée, qui sans doute, ils le disent pas, mais sans doute ils obtiennent des subventions de l'Union européenne parce que il y a des plans de financement qui viennent donc des subsides de l'Union européenne pour mettre en place toutes ces stratégies de la désinformation. Et leur chasse, c'est ça, c'est de cibler les gens qui se questionnent, cibler les gens qui ont une vision un peu divergente, et donc c'est de les attaquer, de les pourchasser. Donc les plateformes, c'est donc de les bannir, de leur suspendre les comptes, et en parallèle, et c'est ça qui est intéressant, c'est par exemple TikTok dit que eux, pour lutter contre la désinformation, bon, mis à part de suspendre les comptes et de mettre les bannières, c'est de faire de la promotion du vaccin. Ah oui. Vous vous rendez compte, TikTok fait de la promotion du vaccin. Ouais. Et j'ai posé la question. YouTube, on a tous pas tous, mais on a un compte YouTube. Je sais que beaucoup se sont fait suspendre leur compte. Et j'ai posé la question à l'OMS parce qu'en fait, quand vous faites suspendre le compte par YouTube, ils sont malins, hein. Ils vous disent oui, selon les règles de l'OMS et des experts de l'OMS, on considère que votre poste ne rentre pas dans les données de ces experts qui considèrent que ce que vous dites est faux. Donc voilà, ils vous suspendent, ils vous disent que c'est l'OMS. Moi, j'ai posé la question à l'OMS, je dis bon voilà. Moi, j'ai reçu ça quand j'ai mis la vidéo de Dr Malone. Ils ont supprimé ma vidéo et les arguments c'était ça, que c'était les experts de l'OMS qui considéraient que. Donc la première question c'est qui sont ces experts? On voudra avoir les noms. Et c'est quoi? C'est quoi la base? Quel est le fondement pour supprimer la vidéo du Dr Malone qui parlait des myocardites? Bah là, il dit mais non, en fait, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant, il n'y a pas de procédure, il n'y a rien. Voilà. Donc, voilà, ils veulent pas répondre. Donc, c'est en plus, ils sont pas bien courageux, en plus. Non, ils sont pas courageux. Formidable, pareil, c'est des questions qui sont biaisées. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, les plateformes se sont entendues par rapport à une décision de la commission qui a imposé cette stratégie. Et vraiment, j'attire votre attention parce que là, maintenant, ça va être vraiment leur outil comment dire, de gestion de la pandémie, parce qu'ils ont compris que voilà, grâce à ce type de médias, grâce à vous, grâce aussi au travail de députés, grâce à des plateformes qui restent encore un peu neutres, eh bien, on a réussi quand même à faire passer des messages. Et ça leur pose problème. Moi, je sais que j'ai été attaquée parce que j'ai invité le professeur Perron au Parlement.
Oui, oui. On est Oui. en démocratie ou pas? Ouais. On est ici, on représente normalement tout le monde. Et parce que j'ai invité le professeur Perron, on m'a attaqué. Madame Loiseau a dit oui, c'est inadmissible que j'invite un complotiste. Mais pardon, déjà, c'est quoi un complotiste? J'invite qui je veux. Et le Parlement doit entendre tout le monde. Et Ouais. donc, je réinviterai d'autres personnalités, que ça leur plaise ou pas. Oui, surtout pour un ancien spécialiste virologue qui a pris Oui, en charge voilà, une partie la vaccination et la virologie, pardon, infectiologie à l'OMS. exactement. On est quand même chez les malades. On est chez les malades. Et qui, Euh, pendant 40 ans, n'a eu aucun problème, qui a été invitée partout, qui a été reconnue par ses pairs. Mais malheureusement, elle a commencé à poser des questions. Il a eu un avis un peu divergent. Et du coup, ben voilà, il a été chassé des télévisions. Et je suis contente qu'il ait pu avoir ce type de résultat, puisqu'à part le Conseil de l'Ordre a considéré qu'effectivement, ben, ses propos font partie du débat et que, vu son titre, vu son passé, c'était pas anormal qu'il puisse avoir ce type de parole. Oui, en tout cas, vous pouvez retrouver la vidéo, l'interview de Christian Perron sur Putsch Média. 1 h 15 d'interview. Il est venu il y a 2 jours à la place de Virginie Joran. Et grosse interview de Christian Perron. Virginie, il reste 3-4 minutes avant que vous deviez nous laisser. Finalement aussi Twitter censuré. Thierry Breton nous dit que Twitter doit respecter les règles européennes depuis le rachat par Elon Musk. C'est des règles européennes. C'est quelles règles pour Thierry Breton qu'il faut mettre en place? Parce que je ne les trouve pas, moi, les règles européennes sur la liberté d'expression. Alors, je suis pas à 2 minutes près, hein, il n'y a pas de problème. Oui, d'accord, Par ok. contre, Bah, c'est parce que c'est un dossier important. Parce que alors, je sais que certains m'ont attaqué sur Twitter. Pourquoi je me suis abstenue? Je vais vous expliquer. En fait, c'est 2 rapports. C'est le DSA et le DMA. Moi, j'étais rapporteur sur le DMA, c'est le Digital Market Act. En fait, c'est une nouvelle réglementation pour un peu restreindre le monopole des GAFAM. Les GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook et Microsoft, qui ont un monopole trop important et qui empêche la concurrence. Donc moi, j'étais rapporteur sur ce dossier et donc c'est une nouvelle régulation qui est en train d'être mise en place en ce moment, où en fait on veut les contraindre à respecter les règles de la concurrence. Première chose, DMA. DSA, c'est un peu différent, ça s'appelle le Digital Service Act. J'étais pas rapporteur, mais j'ai suivi le dossier. En fait, là, c'était un peu différent. Ça, c'est le contenu qu'on veut cadrer. D'accord? Donc, moi, DMA, c'est pour les plateformes, c'est les règles d'achat entre grandes sociétés et petites sociétés. Et DSA, c'est le contenu que les plateformes diffusent. Et en fait, au départ, pourquoi le DSA? Le DSA, c'était parce que c'est suite à Twitter qui a qui a supprimé le compte de Donald Trump. Ça avait fait quand même du bruit. Et c'était suite à ça qu'on s'est dit, même la commission s'est dit, parce que c'était Donald Trump il y a 4 ans, ça peut être demain un nouveau dirigeant qui ne plaise pas à Twitter. Donc ils se sont dit, on va un peu cadrer ces plateformes qui font un peu tout et n'importe quoi. D'accord? Donc, c'est parti sur on va dire, sur de bonnes bases. Donc, le DSA, est parti là-dessus en disant, voilà, on va cadrer les plateformes qui ont finalement un pouvoir, des fois, plus important qu'un État. Mais au fur et à mesure des dialogues, ils ont aménagé le texte qui ne répondait pas forcément à nous, en tout cas, à mon attente. Donc, je n'ai pas voté pour ce dossier, mais je me suis abstenue. Et Thierry Breton, aujourd'hui, dit, en fait, il communique, il dit que c'est bien parce que Twitter, maintenant qui est dans les mains de Elon Musk, et on a bien vu, ça leur pose problème parce que c'était pas du tout ce qu'ils pensaient au départ, que ça soit un libertaire qui puisse reprendre cette plateforme et puisse finalement réouvrir la liberté d'expression. Et donc, de ce fait, il se trouve un peu contraint de dire, mais attendez, dans l'Union européenne, puisqu'en plus, il valorise son travail, puisque c'est vrai que ça a été mis en place durant en plus la présidence de Macron, de dire ben voilà, attendez, nous attention, on a nos nouvelles règles, vous allez devoir vous conformer à ces nouvelles règles. Donc j'ai envie de dire c'est de la communication, mais c'était déjà existant puisque les règles de modération existaient. Là, le DSA a été mis en place pour dire que l'Union européenne va aussi contrôler les contenus en parallèle de ce qu'a mis en place les plateformes, mais ça ne veut pas dire que c'est l'Union européenne qui va reprendre la main sur tout, sachant qu'en plus, quand vous voyez la stratégie de l'Union européenne, c'est au bon vouloir de la plateforme de respecter ou pas ce code de déontologie. Donc c'est pas aussi clair que ça. Le DSA, de toute façon, n'est pas
encore mis en place. Il faudra attendre 2024 pour qu'il soit vraiment mis en place parce il faut mettre les moyens. Il faut qu'ils mettent qu'ils ouvrent un bureau spécifique avec des ingénieurs parce que il va y avoir un double contrôle. Donc on n'y est pas. Donc là, je pense qu'il fait de la communication pour dire on a bien travaillé. Il faudra se conformer à ce DSA, mais on n'y est pas. Et puis j'ai envie de dire, de toute façon, les règles de modération existaient. Effectivement, tout ce qui est discours de haine, on peut que le soutenir. Maintenant, la seule problématique qui était dans ce dossier, et c'était l'origine de ce dossier, c'est est-ce qu'une plateforme supprime ou pas un compte. Bon, on l'a vu. Parce que vous voyez, c'est ça qui est ironique. D'un côté, c'était l'origine de ce DSA, et aujourd'hui, via cette stratégie de l'Union européenne qui demande aux plateformes de supprimer les comptes parce qu'ils considèrent qu'ils font de la désinformation, ils redonnent, on voit bien qu'ils n'ont pas le pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'ils demandent à ratifier le code de bonne conduite. Donc, vous voyez, c'est pas si clair que ça, aussi clair que ça. Après, voilà, c'est de bon ton que Monsieur Breton fasse de la communication, mais on n'y est pas encore. Oui. Une dernière question, Virginie, c'est bon pour vous? Oui. Oui, c'est bon. Oui. Alors vous êtes, merci beaucoup. Vous êtes très très nombreux ce soir, hein. Plus de 3400 en ce moment sur tous des réseaux. Merci beaucoup de regarder, partagez-la, likez-la, retweetez-la. Dernière question pour Virginie. Liberté d'expression, liberté d'informer. On parlait des plateformes, des GAFAM. Est-ce que sur les médias, on voit bien, on vous l'avait dit, il y a des médias, des grands médias qui sont subventionnés pour faire passer des idées, faire passer des injonctions. Est-ce que pour les médias indépendants, le mien ou d'autres, peu importe, il y a de raisons de s'inquiéter venant de Bruxelles aujourd'hui? Tout à fait. Je pense que oui, effectivement, vous êtes dans le viseur parce que surtout si vous produisez des contenus qui seraient contre le Covid, la doxa, le vaccin, donc vous faites clairement partie parce que d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'ai fait une intervention sur la stratégie en plénière, encore une fois sur la vaccination, j'ai un député qui a demandé à ce que la Commission mette en place une stratégie européenne pour lutter contre la désinformation. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils utilisent maintenant la crise de Russie-Ukraine pour dire qu'il y a toujours des ingérences extérieures, qu'il faut cadrer tout ça, il faut se protéger. Donc, ça pour leur permettre de mettre en place cette stratégie. Et je le vois dans un autre dossier sur lequel je suis aussi, qui est très intéressant. Peut-être on aura l'occasion d'en parler. C'est que, pareil, ils aiment la démocratie, on est le cœur de la démocratie, mais quand la démocratie donne des résultats qui ne leur plaisent pas, eh ben ça leur pose problème, il faut créer un rapport. Et le meilleur exemple, c'est un rapport sur la publicité des partis. Parce qu'ils ont considéré que le Brexit et la victoire de Trump, ça a été influencé, ça a été mal orienté, et du coup, ils font un rapport maintenant pour cadrer les ingérences dites extérieures. Et c'est aussi une manière de lutter contre la désinformation. Et tous ceux qui finalement ne rentrent pas dans la doxa, qui ne rentrent pas dans la ligne, sont dans le viseur. Et c'est intéressant de voir que dans ce rapport, la parole du politique est considérée comme un panneau publicitaire. Donc, tout politique qui aura un compte sur Twitter, Facebook, devra dire, et ça fait partie de mes critiques, devra s'auto-censurer. En fait, c'est ça. Et donc, je leur dis que c'est ridicule parce que ça veut dire que le rapporteur de Renew que j'ai interrogé, je lui dis, mais même vous allez devoir rentrer dans ce cadre et vous auto-censurer. Et là, il me dit, mais non, enfin, on va voir, faut qu'on réfléchisse. Oui, mais non, quand vous lisez les textes, l'article 2, il dit bien que toute personne politique qui, pendant une période électorale, s'exprime, devra dire et devra rentrer dans le cadre des sanctions s'il y a des, concernant donc cette nouvelle réglementation sur les publicités. Donc, voilà un petit peu où on en est. Donc, peur finalement de la démocratie. Ça, c'est la première chose. Peur de la réinformation qui ne rentrerait pas dans la doxa. Donc, oui, on est en face d'une Union européenne, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui fait peur et qui me convient pas, qui ne convient pas à notre groupe politique parce que, quoi qu'on en dise, nous, on est pour la protection des libertés, quelles qu'elles soient, liberté d'expression, liberté de penser, on peut penser différemment, je vois pas où est le problème. Ce qui compte, c'est le débat politique, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est une société différente et c'est ce qui fait qu'il y a du débat et qu'on fait avancer les choses. Et le fait de vouloir nous faire entrer dans un moule où on serait plus que des consommateurs, des QR codes, et on a un peu le temps d'en parler, avec un passeport d'identité numérique, ou si on rentre pas dans la ligne, eh ben hop, on nous sanctionne, on nous exclut de la société. C'est pas le modèle de la société qu'on veut.
et je regrette que la Commission rentre dans ce schéma qui me fait penser au schéma de la société malheureusement du modèle chinois, quoi. En fait, en tout cas, on voit bien que la Commission européenne et l'Union européenne, même si vous êtes quelques-uns à faire votre boulot là-dessus, a de plus en plus de mal avec la souveraineté populaire et les décisions populaires et les questions qui peuvent mettre à mal son espèce de totalitarisme. Et nous ne rappellerons jamais assez que Ursula von der Leyen est absolument élue démocratiquement par personne. Voilà, il faut quand même le préciser, il faut que les gens aussi le sachent. C'est toujours important. Et pour la petite anecdote, ce qui est marrant, c'est que normalement, c'est tout nouveau. Ça a été fait là que pour elle. Normalement, dans les règles de l'art de la vie parlementaire européen, c'est que normalement, c'est le candidat du parti majoritaire. Donc, là, c'était le PPE, donc allemand. C'est le parti majoritaire au sein du Parlement. Et normalement, c'était Manfred Weber. Oui. Et apparemment, c'est Macron, vous pourrez vérifier, c'est Macron qui a insisté pour changer cette règle. Et c'est de là que Madame von der Leyen est arrivée. Et on sait très bien, elle est venue parce que en Allemagne, elle a posé problème au sein du ministère de la Défense, puisque pareil, il y avait eu des contrats assez faramineux avec McKinsey d'ailleurs, et par SMS, par SMS, donc ça a fait beaucoup de bruit. Et puis comme la Commission, je pense, ils recrutent beaucoup sur ce type de CV à récupérer Madame von der Leyen. Et je finirai là-dessus. Oui. Moi, j'ai commencé aussi ce mandat en interrogeant. C'est bizarre des fois, hein, la vie fait que Sylvie Goulard, vous vous rappelez d'elle? Oui, je vois très bien Sylvie Goulard. Oui, qui a été débarquée elle aussi. Oui, je vois après. Voilà. Et pareil, donc elle est arrivée avec une grosse casserole. C'était le problème où elle s'était faite rémunérer par un think tank américain, Institut Berggruen. Oui. J'ai commencé en lui posant des questions, des questions qui fâchent. Vous faites bien parce que nous aussi on pose des questions qui fâchent et surtout on invite les gens qui fâchent. Emmanuel Macron pour l'histoire aussi sur Ursula von der Leyen. C'est aussi celui qui avait fait relire son discours d'une souveraineté européenne, rappelez-vous, Sorbonne 2017, à Angela Merkel, qu'il avait adoubé et ensuite il l'avait balancé. D'ailleurs, on nous le resserre en permanence, sa souveraineté européenne. Ça commence à être vraiment réchauffé, Manu. Il va falloir changer ce discours-là. C'est ça. Virginie Joron, je vous remercie d'avoir accordé en duplex de Bruxelles. Merci beaucoup. En tout cas, vous étiez très, très nombreux. Continuez votre travail. Monde, hein. Oui, on continue, pas de problème. Je n'ai pas pu lire tous les commentaires parce qu'ils étaient vraiment trop nombreux. Vous étiez plus de 3500 ce soir sur tous nos réseaux. Merci beaucoup pour cette grosse émission. Merci à vous. Merci. On vous laisse vaquer à vos occupations de parlementaires. Nous, on se retrouve dès lundi soir. D'ici là, bye bye, vive la démocratie. Surtout, bis à YouTube, bis à Twitter. Allez, bye, salut.